Bonjour Laurence de Villers. Bonsoir. Bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes docteur en philosophie, vous enseignez notamment à l'Institut catholique de Paris et vous publiez un livre passionnant sur la philosophie du bien et du mal. Être quelqu'un de bien, c'est aux presses universitaires de France. Alors pourquoi Laurence de Villers un livre sur le bien et le mal aujourd'hui? Est-ce que ce sont des notions qui vous semblent parfaitement dans l'actualité en ce début de 2019? Pas du tout dans l'actualité, et c'est pour ça qu'à mon sens, ça doit être dans l'actualité. Ne serait-ce que... En même temps, le bien et le mal, c'est... Le bien et le mal est toujours d'actualité d'une certaine façon, et je dirais même que la morale n'a pas lieu uniquement dans des moments extraordinaires où on doit choisir, à ces carrefours un peu dramatiques de nos vies, on doit choisir entre le bien et le mal. Je crois que tous les jours, on prend des décisions morales, même modestes, même infimes. Mais je disais pas d'actualité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on préfère même utiliser le mot éthique à celui de morale. Ouais, j'allais justement, c'était une des questions que je vais vous poser. C'est quoi la différence entre la morale et l'éthique? Souvent, on les confond. Aucune. Il n'y a aucune différence, si ce n'est notre réticence à dire morale. Alors, quand j'ai écrit ce livre, j'ai commencé par ça. Pourquoi n'aime-t-on pas le mot même de morale? Pourquoi la morale contient quelque chose comme une leçon de morale? De moralisme. De moralisme, qui fait qu'on préfère parler d'éthique, parce que éthique nous semble un parcours plus personnel, quelque chose qui viendrait du cœur. Et puis il n'y a pas le mot moral dedans. Et il n'y a pas le mot moral dedans, donc il n'y a pas l'idée de cet autoritarisme un peu lié à la morale, ou de punition, vous emportez le... ou de punition même, de leçons de morale entre aller au piquet et avoir un sermon. Alors au début du livre, vous comparez la vie à un western. Pourquoi? Parce que dans les westerns, il y a toujours les bons et les méchants, c'est pour ça? Absolument, et parce que le western montre que le bien, il n'y a pas de zone... On voit la couverture, hein, c'est un western de... C'est un western de Tommy Lee Jones comme réalisateur. Qui est connu comme acteur, mais qui a fait quelques films, dont celui-là, c'est 3 enterrements, je crois. Celui-là, c'est Homesman. Ah zut, c'est l'autre. Et vous, c'est zut, c'est l'autre. Et on l'a choisi, avec mon éditeur, parce que, à votre avis, c'est quelqu'un de bien qui passe à côté? Bah, ça fait un peu justicier, oui. Et voilà, parce que quelqu'un de bien ou quelqu'un de gentil, c'est pas un faible. L'intérêt du western, il est double. C'est que le western montre qu'il n'y a pas de zone intermédiaire. Il y a le bien et le mal, et qui se donnent dans une évidence criante. C'est tout noir ou tout blanc? Pas au sens caricatural, mais au sens où on sait ce qu'il faut faire. Et les 2 secondes qui suivent et où on ne le fait pas, c'est qu'on a fait taire cette voix en nous. Par exemple, dans le bouquin, vous donnez l'exemple de quelqu'un qui perd 50 € devant vous. Vous voyez le billet qui tombe, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, on hésite. Et je crois que cette hésitation, j'ai essayé d'aller au plus près de l'expérience morale. C'est quoi l'expérience morale? Eh bien, c'est ce moment où, par exemple, vous faites tomber votre billet de 50 ou de 20 même, et j'hésite. Je l'empoche ou je vous le rends? Alors, peu importe le résultat d'une certaine façon, la morale se joue déjà dans ces 2 secondes où tout semble suspendu et où tout est suspendu et où je me demande ce que je vais faire. Tout est suspendu, y compris mon histoire, mon caractère. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais j'ai la liberté d'agir de telle sorte que ça soit comme de peu de poids par rapport à ce que je vais dire. Mais c'est dans ce moment d'hésitation que, j'allais dire, la pression morale est la plus forte, parce qu'on sait que le bien, ce serait de la ramasser, de le donner à celui qui l'a perdu. La pression morale, je suis d'accord, mais en même temps la liberté, j'insiste, parce que au moment où j'hésite, où j'empoche ou j'empoche pas, mais au moment où j'hésite, vraiment, tout est suspendu, même les lois de la morale. Parce que être moral, c'est pas obéir à une morale, ça suffit pas. La morale, c'est pas l'obéissance. Donc quelqu'un, pour répondre, pour reposer la question du titre, même s'il n'y a pas de point d'interrogation, mais être quelqu'un de bien, c'est agir moralement, on peut dire ça? Ah oui. Être quelqu'un de bien, c'est faire le bien. C'est faire preuve de bonté, ou un synonyme qui n'a pas bonne presse, la gentillesse. Quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de gentil. Oui, parce qu'en général, quand on dit de quelqu'un qu'il est gentil, en général, c'est pas un compliment. Non, en tout cas, on précise, on dit oui, mais là, je suis en train de faire un compliment. Pourquoi? Parce qu'on associe la gentillesse avec la faiblesse. On dit de quelqu'un qu'il est gentil comme s'il n'avait pas la capacité d'être autre chose. Il est gentil parce qu'il ne peut pas être méchant, ou il a peur de l'être, ou il a peur des représailles, ou il est gentil parce qu'il est faible, c'est-à-dire il a la faiblesse d'être gentil. À l'inverse, moi je pense que la gentillesse est une des plus grandes forces qui soit. La bonté est la plus grande puissance qui nous est donnée. La morale, ce sont des lois, des interdits. Souvent, on a tendance à confondre morale et valeur.
un mot qu'on entend 50 fois par jour aujourd'hui. Beaucoup trop. Oui. Ça devient un peu un fourre-tout, parce que pour moi, la morale n'est pas une affaire de valeurs. Vous avez remarqué aussi que quand on parle de valeurs, ça nous dispense de les nommer. De quoi on parle au juste? Parce que dès qu'on parle de valeurs, il y a une sorte de consensus. Tout le monde sera d'accord pour dire la solidarité, le respect. Mais c'est pas ça qui me fait agir. Qu'est-ce qui me fait agir concrètement ici, maintenant, face à vous qui avez laissé tomber ce billet, ou vous que je n'aime pas mais que je dois aider? C'est pas des valeurs abstraites. C'est quelque chose de très concret. C'est cette puissance en moi de faire le bien et cette force en moi de faire le bien, de surmonter le mal que j'aurais tendance à faire. C'est la gentillesse. Mais est-ce qu'il y a une notion de contrainte dans la morale? Est-ce qu'il y a... Oui. Mais donc ça, c'est quelque part, on est contraint par les valeurs ou pas? Oui et non. C'est-à-dire que c'est un grand mystère de la morale d'être à la fois une expérience de liberté, encore une fois, je suis libre d'être celui que je choisis d'être. Et en même temps, il y a l'idée de contrainte, ce qui fait qu'on n'aime pas le mot. Mais pour moi, la morale se moque de la morale. C'est-à-dire que la vraie morale, c'est pas la vraie morale, c'est pas la conformité à une bienséance, à des convenances, même à des lois ou des impératifs. Ça, c'est un peu le moralisme dont on parlait tout à l'heure. Ça, c'est le moralisme. Et l'obéissance ne fera jamais de vous totalement quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui décide de ce qu'il va être et de ce qu'il va faire. Et il ne le fait pas par obéissance ou par convenance. Alors là, on a beaucoup parlé du bien, mais il y a aussi le mal dans votre livre, les carburants du mal. On peut dire que c'est l'égoïsme, l'envie et la haine, notamment? Oui. Je pense que... Alors, la haine, spontanément, oui, on pense à la haine, mais l'envie est une forme de haine ordinaire. Et je pense qu'il est rare de tomber dans notre existence sur des serial killers. Vous savez, c'est cette image du mal qu'on a forgée depuis les années 80-90. En revanche, je crois qu'on peut être rongé par l'envie beaucoup plus facilement. L'envie, c'est vouloir être l'autre, mais au point où on préfère que l'autre n'existe pas. L'exemple frappant, c'est ce film Plein Soleil, où Alain Delon, qui n'a rien, qui pense ne rien avoir, veut être Maurice René ou Alain René, je ne sais plus. Il veut être l'autre. Maurice René. Jusqu'à le tuer. Jusqu'à le tuer. L'envie, c'est une envie de meurtre ordinaire. C'est marrant parce que vous venez de citer ce film, Plein Soleil, et dans votre bouquin, il y a plein de références cinématographiques. Pourquoi? Parce que c'est souvent dans le cinéma que s'exprime justement ce combat entre le bien et le mal. Absolument. Le bien et le mal, c'est le moteur d'à peu près toutes les histoires. C'est ce qui fait qu'il y a des histoires. Et les images sont très souvent des images de bien et de mal, de combat de l'un et de l'autre. On va revenir sur les méchants, mais d'abord encore un mot sur pour faire le bien ou être quelqu'un de bien, justement, pour reprendre le titre, est-ce qu'il faut aimer les autres? Est-ce que c'est aussi une question d'amour? Alors, je vais peut-être vous choquer, mais non, surtout pas. Surtout pas, pourquoi? Parce que si je fais le bien parce que j'aime la personne... C'est trop facile. C'est trop facile. Si vous voulez, c'est les petits cercles de mon amitié et de mon amour. Donc c'est un club très fermé, c'est les gens que j'aime. Or, être quelqu'un de bien, c'est être capable de faire le bien envers le premier venu. L'inconnu, celui qui arrive, celui qui est là, au bord de la route, et même celui que je n'aime pas. Donc non, et je vais encore vous choquer, être quelqu'un de bien, c'est pas... éprouver de la sympathie, parce que la sympathie est aussi un club très fermé. La sympathie, on éprouve de la sympathie pour des gens qui nous ressemblent, ou en tout cas qui ne nous dérangent pas. Il faudrait pouvoir éprouver de la sympathie pour des gens qui nous dérangent. Est-ce qu'on peut dire que finalement être quelqu'un de bien, c'est être quelqu'un de libre? Absolument. Absolument. Je ne peux pas vous donner là, maintenant, un seul exemple d'un lieu ou d'une situation où on soit aussi libre que dans l'acte moral. C'est-à-dire qu'on se met dans une situation où on est libre de choisir ce qu'on va faire. Absolument. Et on est même libre par rapport à soi. C'est-à-dire que je peux avoir toute l'histoire qui est la mienne, tout le poids des déterminismes. Par exemple, vos fameux 50 € ou 20 € que vous avez laissé tomber. Je peux être quelqu'un de cupide, d'avare. Je peux même être dans la dèche et me dire, tant pis pour lui, il avait qu'à faire attention, je ramasse. Eh bien, la morale fait que tout ça, et encore une fois, est comme suspendu. Je suis libre à l'égard de moi-même. Et alors, les méchants, est-ce qu'on peut trouver du bonheur à être méchant, selon l'adage qu'il vaut mieux être craint qu'aimé? Alors ça, c'est l'adage politique par excellence. C'est que la politique, selon Machiavel, dit-on, ne doit pas s'encombrer du bien et du mal.
Je ne suis pas certaine qu'il y ait un bonheur à être méchant. Il y a un bonheur à être gentil, en tout cas parce qu'on emporte les autres. Il y a comme un souffle, il y a comme une élégance ou un panache qui transporte et emporte. Je ne suis pas sûre que le méchant emporte ou transporte. On a beaucoup parlé cinéma. Dans la vraie vie, on n'est jamais tout bien ou tout mauvais. On n'est jamais tout bon ou tout mauvais. Toujours un peu entre les deux. Dans la vraie vie, comme en philosophie ou dans les westerns, je crois, ce qui est intéressant, c'est que la morale me montre que je suis à la fois responsable, c'est bien moi qui décide, j'ai pas d'excuses normalement, et en même temps, je suis parfaitement innocent. C'est-à-dire qu'au moment où je vais agir, jusqu'à la dernière seconde, rien me prédestine ou me prédétermine. Ce billet, je vais peut-être l'empocher ou je vais peut-être vous le rendre. Je suis à la fois coupable et parfaitement innocent. Si vous deviez nous donner un exemple ou deux de personne de bien, de quelqu'un de bien, vous penseriez à qui? Alors moi j'ai un exemple familial qui est, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais c'est très encombrant d'avoir été élevé, en l'occurrence c'était mon père, d'être élevé par quelqu'un de bien parce qu'on aimerait qu'il hurle avec les loups et il fait tout le contraire. Et quand on est jeune, enfin jusqu'à maintenant, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce qu'il faisait. Donc ça, c'est un exemple que j'ai eu. Et quand j'écrivais, il y a eu l'exemple du gendarme Beltrame. Du colonel Beltrame, oui, qui s'est sacrifié en fait à la place d'un otage l'année dernière. Oui. Et effectivement, là, alors de façon grandiose, bien sûr, de façon extraordinaire, mais il y a eu l'avènement du bien. Il a montré... Qu'est-ce qu'il a montré ? Il a montré que tout le monde ne peut pas avoir cet héroïsme, mais que c'est possible. Ouais. Et pour moi, le règne de quelqu'un de bien, c'est le règne du possible, pas de l'extraordinaire. Même dans l'extraordinaire, il prouve, parce qu'il n'est qu'un homme finalement, il prouve que peut-être qu'on ne le suivra pas, peut-être qu'on n'en sera pas capable, mais il a montré le chemin, il a montré que c'était possible. Merci Laurence de Villers. Être quelqu'un de bien, philosophie du bien et du mal aux presses universitaires de France. Merci beaucoup. Merci à vous.